Alors pour moi qui ne suis pas philosophe, j'ai des principes très simples, des dictons, du bon sens. Et de même qu'il n'y a pas d'amour, mais seulement des preuves d'amour, et bien pour moi, il n'y a pas d'éthique, seulement des preuves d'éthique. Et preuve, on a beaucoup parlé, décortiqué les mots, et preuve, entendons-le à la fois comme évidence de ce qui est, et comme épreuve en un seul mot, ce qui ne doit pas être seulement revendiqué, mais qui doit résister à l'épreuve du temps. Alors pour commencer, je vais vous illustrer cet adage en vous racontant une histoire qui nous est arrivée à Fabrisil et à moi-même. Il y a 2 ans, on avait décidé d'inviter une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade débutant pour participer à notre jury de bourse doctorale. Évidemment, c'était pour être en conformité avec nos convictions, car ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que nous militons depuis toujours pour que la parole des personnes malades soit reconnue. Mais on s'est aussi demandé si cette personne devait être experte parce qu'elle était malade ou bien aussi parce qu'elle possédait des connaissances en lien avec les sujets traités. C'était un jury de bourse doctorale. La question pourrait paraître superflue, mais si on se place du point de vue que j'ai adopté, celui de la citoyenneté, cette question est d'importance. Je me rappelle, il y a quelques années, certaines associations Alzheimer au Canada s'étaient posé la question de savoir si elles pouvaient faire rentrer dans leur conseil d'administration des personnes atteintes de troubles cognitifs. Alors évidemment, ceux des administrateurs qui n'étaient pas très favorables, tout de suite, on cherchait une situation extrême en disant « mais si cet administrateur devient trésorier, peut-être que c'est gênant ». Bon. Et les autres, ceux qui étaient pour, de rétorquer que de toute façon, en général, dans une association, on choisissait comme trésorier quelqu'un qui était compétent pour l'être, malade ou pas malade. Notre réponse à nous, en l'occurrence, par rapport à notre jury, expert parce que personne malade ou expert aussi parce qu'il avait des choses à dire sur le sujet, eh bien, on a choisi une personne qui avait exercé des responsabilités publiques qui impliquaient une bonne connaissance des problèmes du grand âge, de la perte d'autonomie et de la maladie d'Alzheimer. Et cette expérience est évidemment révélée enrichissante, vous en doutez bien, mais finalement, comme toujours, le vrai enseignement n'a pas été là où on l'attendait. C'est qu'en fait, cette personne à qui nous avons demandé de remettre les prix a demandé expressément à ce qu'on la présente uniquement en valorisant son expertise liée à ses fonctions, nous disant qu'elle avait fait l'expérience douloureuse et renouvelée de voir invalider son expertise, voire disqualifier sa pensée, dès lors que ses interlocuteurs avaient connaissance de sa maladie. A contrario, Blandine Prévost, vous en souvenez, a toujours choisi de mener à visage découvert ce combat contre la stigmatisation liée à la maladie. Et lors d'une précédente édition de l'Université d'été, elle nous a dit, je la cite, « Regardez la personne que je suis et non la maladie qui m'habite ». Cela dit, vous en souvenez peut-être, certains journalistes tellement sidérés par cette revendication, ce coming out, avaient choisi de ne pas mettre son nom quand il la citait dans les journaux. Alors, chacun sa façon de faire, chacun sa particularité. Chaque personne malade a le droit de choisir la manière dont elle va faire face. On en a parlé beaucoup de coping. Moi, je préfère dire elle va faire face. Et chaque personne a le droit de choisir la manière dont elle va faire face. Et chacun d'entre nous a le devoir citoyen d'en respecter l'expression. Ce qui demeure un combat de chaque instant pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer est dans une certaine mesure devenu réalité dans le monde du handicap. Ça a été évoqué à plusieurs reprises au cours de ces 2 jours. D'ailleurs, on le sait bien, les mots handicap et perte d'autonomie recouvrent des réalités bien différentes du point de vue auquel je me place, du point de vue de la citoyenneté et du point de vue sociétal. Le handicap est désormais considéré comme un ensemble de questions auxquelles la cité se doit de répondre pour faire que la personne en situation de handicap puisse jouir de l'ensemble de ses prérogatives, de ses droits et participer pleinement à la vie de la communauté. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est la cité qui doit répondre à une question qui lui est posée et qui doit répondre à des personnes pour préserver leurs droits. En revanche, la perte d'autonomie et a fortiori la dépendance, de mon point de vue, sont toujours considérées comme des problématiques auxquelles on répond en termes de dispositifs
pour des malades. On n'attache pas, en d'autres termes, assez d'importance à l'environnement social et physique dans lequel vivent les personnes malades. Alors que l'exemple du handicap et l'accompagnement au jour le jour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est une des causes du génie d'Emmanuel d'arriver à offrir un panorama aussi large des personnes qui accompagnent et des questions qu'elles se posent. Voilà, ces exemples nous prouvent à quel point cette question de l'environnement dans lequel on se situe joue un rôle fondamental dans la préservation de l'autonomie des personnes malades. Comme le dit Richard Taylor, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup à la Fondation, qui est un Anglais malade et qui a un blog qui nous alimente très souvent. Et je le cite, « Nous avons besoin de vivre dans un environnement qui soit riche en compréhension, considération et ressources, pas dans le sempiternel environnement rempli de règles, de contraintes, qui n'attend plus que nous soyons capables de penser par nous-mêmes. » Et on en revient là, c'est la réponse à toutes les questions qu'on s'est posées pour savoir où était cette ligne de fracture entre l'autonomie et le faire à la place d'eux. Bon. Notre environnement quotidien, et je suis sensible au fait qu'on ne se pose pas assez cette question, il sollicite chaque jour davantage nos capacités d'abstraction et il peut donc constituer une source de difficultés supplémentaires pour des personnes qui ont perdu leurs repères. Chacun d'entre nous doit se souvenir d'une quantité de codes invraisemblables pour acheter un billet de train, pour consulter ses mails, pour rentrer dans son immeuble. Et que se passe-t-il quand nous oublions? Je ne sais pas pour vous, mais enfin moi, c'est le genre de situation qui me plonge dans un état d'angoisse épouvantable. Donc, que dire pour des personnes qui ont perdu leur repère? Alors, quand on regarde notre environnement juridique et législatif, et c'est tout à fait vertueux, nous mettons l'accent sur la notion d'usager, de consommateur de soins, de services, mais attention, Federico tout à l'heure a parlé de triangle des Bermudes. C'est une expression qu'on aimait beaucoup, mais voilà, il faut faire attention à ne pas faire l'impasse sur les particularités de la situation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ne pas en tenir compte par bien-pensance, j'emploie un terme un peu provocateur à dessein, pourrait avoir pour conséquence d'en faire des otages de dispositifs tout à fait vertueux et par ailleurs tout à fait démocratiques. Comment permettre, et ça a été évoqué, à une personne atteinte de troubles cognitifs, par exemple, de siéger dans un conseil de la vie sociale? Est-ce concevable? Comment recueillir son consentement à l'entrée en établissement? L'exercice des droits de la personne passe là encore par l'usage qu'elle peut faire de l'environnement dans lequel elle se situe. L'usage et non pas l'exercice théorique de droits abstraits. J'insiste sur cette notion, c'est la question centrale que rappelle Federico à propos de l'enquête en EHPAD dont nous avons parlé. Je le cite, parce que je trouve que c'est tout à fait éclairant et concret, accepter qu'une personne malade puisse, si elle le souhaite, si elle le peut, laver elle-même son linge ou participer à la cuisine, ne serait-ce pas favoriser l'expression de son libre choix et par voie de conséquence respecter sa liberté? C'est parce qu'elles sont citoyennes à part entière que ces personnes peuvent revendiquer leurs droits, avoir reconnaître leurs spécificités et attendre de nous tous que l'exercice de leur liberté devienne l'affaire de la collectivité. On doit inventer de nouvelles réponses citoyennes pour leur demander de demeurer présentes. Défendre soi-même sa cause, on l'a vu un peu au cours de ces 2 journées, et bien entendu, la première réponse qui vient à l'esprit, et l'exemple le plus intéressant, évidemment, est celui des prévôts, qui conçoivent un lieu d'accueil pour les malades jeunes et qui est conçu par des malades jeunes. Donc ça, c'est tout à fait éclairant et nouveau et mérite d'être souligné. Et l'aidant, on l'a vu avec tous ces témoignages extraordinaires, c'est un partenaire de vie. C'est celui, quelqu'un a dit, celui avec qui on partage. C'est pas celui qui parle et qui fait à la place. La place de la personne malade, c'est celle de chaque citoyen. C'est sa place dans sa famille, son statut dans sa communauté, sa place visible. Visible, c'est important. Françoise Zénakis expliquait qu'elle se retrouvait toujours avec son mari sur un banc où il y avait un clochard et elle disait pourquoi on se retrouve toujours sur ce banc, et un jour elle a dit parce que mon mari qui a la maladie d'Alzheimer, il est comme les clochards, on voudrait qu'ils deviennent invisibles. Alors certes, les personnes malades et leurs aidants peuvent œuvrer pour un changement de regard, rendre visible ce qu'on voudrait parfois
qu'ils deviennent invisibles. Certes, les dispositifs réglementaires peuvent favoriser l'égalité citoyenne, mais être citoyen, c'est avant tout vivre aussi dans sa communauté de proximité. C'est le sens de l'expérience des communes Alzheimer admis par la Fondation Roi-Baudouin, à laquelle il a été fait allusion hier. Je vais donner un exemple très concret. Si Monsieur X, qui a la maladie d'Alzheimer, va au restaurant dans sa petite ville et qu'il oublie son porte-monnaie, eh ben c'est pas grave. Il aura le droit de déjeuner, et même s'il a oublié, il aura même le droit de déjeuner 2 fois. Et le lendemain, sa fille viendra payer le monsieur du restaurant, bien entendu, si ce restaurant a reçu le label. Alors, on parle ici de personnes malades, mais on a bien vu qu'elles ne sont pas toutes diagnostiquées. On a vu aussi dans nos enquêtes que seulement 20% de celles qui sont à domicile et 40% de celles qui sont en établissement bénéficient d'une mesure de protection juridique, curatelle ou tutelle. Donc très concrètement, ça veut dire que la plupart des personnes sont dans la question de leurs droits et libertés s'exerce dans un cadre beaucoup plus pragmatique et informel. Alors ça pose des questions. Là encore, je poserai des questions auxquelles je ne répondrai pas. Et je vais finir, comme j'ai commencé, par une histoire. Il était une fois, une histoire que j'ai vécue, il était une fois un hall d'EHPAD un dimanche après-midi. À l'accueil, une femme écoute distraitement une résidente qui crie son mécontentement. Elle vient de constater que son courrier est resté dans la boîte aux lettres d'EHPAD depuis 1 semaine. Et elle crie. Pourquoi mettre une boîte aux lettres si le courrier n'est pas envoyé? Pour faire semblant? Parce que nous perdons la tête? Et la dame à l'accueil, un peu gênée, lui dit « Oh, j'y suis pour rien, voyez avec la direction. » Et la résidente dit « Mais vous fichez de moi, le directeur, il est en vacances. » Dans le hall, quelqu'un, jusqu'alors silencieux, s'approche de la résidente et lui dit « Vous devriez demander les coordonnées du président du Conseil de la vie sociale, lui vous écoutera. » La vieille dame remercie son allié, mais elle veut pousser son avantage, ce qui est normal, et elle dit, et d'ailleurs la nourriture n'est pas bonne ici, mon frère qui est chef cuisinier supporterait pas de faire une bouffe pareille. Et là, son allié lui dit, faut pas exagérer, la cuisine est très bonne ici, je viens tous les dimanches voir ma mère. Et la résidente de dire malicieusement, oui, j'exagère un peu, je sais, mais est-ce que j'ai pas le droit d'exagérer? Moi, je suis d'accord avec elle, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous remercie.